J'ai commencé à 9 ans les vidéos sur internet. C'est tôt. Bienvenue dans le 100e épisode de Finding. Salut tout le monde, c'est Feldup. D'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si on va sur ta chaîne YouTube, pardon, j'ai vu que la vidéo la plus ancienne date de juin 2014, donc tu avais 12 ans, si je ne me trompe pas. Il y avait des vidéos bien avant, celle-ci de 2014. J'en avais fait une... Enfin, j'avais fait une chaîne YouTube déjà en 2011 qui a complètement disparu. Il y en a une deuxième ensuite en 2012 que j'avais fait avec un pote de l'époque, je ne peux plus reparler depuis des années et des années, mais voilà, c'était des vidéos sur Minecraft de jeux vidéo qui n'étaient pas folles. Et en 2014, ouais, j'ai lancé le 20 juin 2014, j'ai lancé ma chaîne YouTube actuelle sous le nom de Feldup en solo. Comment elle s'appelait ta chaîne? La première que tu as fait, la toute première? La toute première, je vais pas le dire parce que j'avais volé le compte YouTube de mon frère, d'un de mes frères. Et En termes de familial, tu as plusieurs frères et sœurs? Ouais, j'avais plusieurs frères. Est-ce que ça a joué dans le fait de te lancer aussi jeune comme ça dans YouTube? Ou pas forcément? Ça n'a pas tellement joué. Moi, j'ai souvent été très dans mon coin, très solitaire. Pas forcément trop quand j'étais très jeune, mais plus le temps est avancé, plus je me suis introverti. Mais j'ai plutôt fait ça en marge de la famille plutôt qu'avec la famille, quoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ta chaîne YouTube, donc là, celle qu'on connaît aujourd'hui, Feldup? À l'époque, je me souviens que j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à l'horreur, l'étrange, tout ça, et notamment à un phénomène de l'époque sur Internet qui s'appelait les creepypastas. Et à ce moment-là, moi, j'ai voulu faire ce qui se faisait beaucoup à l'époque, c'est-à-dire prendre des textes de creepypasta traduits en français sur des sites, les lire, mettre des musiques d'ambiance et faire un slideshow d'images. Je me suis dit que ce serait un truc sympa à faire. Moi, ça m'a occupé et j'en ai fait quelques-unes. Je me suis dit, allez, les dernières chaînes, c'était hyper déstructuré. Là, je vais essayer un peu de structurer le machin, parce que j'avais envie de faire quelque chose qui puisse connecter avec les gens. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de la créer. Ouais. C'est comme ça, j'ai vraiment eu envie, juste par hasard, de me dire, allez, j'ai envie de raconter ces histoires d'horreur qui, en ce moment, m'intéressent pas mal. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur ta chaîne, sur Feldup? Actuellement, on peut trouver à la fois de temps en temps des clips musicaux, parce que je fais de la musique, mais surtout, on va trouver mon émission Findings, dans laquelle je parle d'étrangetés sur Internet, des trucs bizarres que j'ai trouvés sur Internet. Ça peut être des histoires réelles que j'ai trouvées et que j'ai envie de documenter, envie de raconter à ma manière. Ça peut être des choses bizarres qui sont passées sur Internet ou des projets artistiques, ou alors parler de mouvances artistiques sur Internet, parler de choses bizarres qui se passent sur Internet en général. Souvent, ça prend la forme d'enquête. Souvent, ça va prendre aussi la forme de listes de choses. C'est un format extrêmement libre, mais en général, ça finit par ressembler à des documentaires longs et détaillés sur des sujets très précis. Pourquoi t'être spécialisé justement dans ces histoires d'horreur, étranges? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Moi, ce qui me fascine, c'est le mystère. Et le mystère, c'est très rare qu'un mystère attache vraiment les gens sans qu'il y ait au moins un élément d'angoisse, un élément de bizarrerie. Et moi, les mystères et essayer de démêler le mystère, ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours beaucoup aimé trouver de l'ordre dans du désordonné, ce genre de choses. Et là, avec les histoires d'horreur, je trouvais le plus de frustration du mystère, ce sentiment que quelque chose est à deux doigts d'être résolu mais qu'on ne saura jamais. Moi, c'est des choses qui m'ont toujours fasciné et c'est comme ça que je me suis dirigé vers ça. C'est plus le mystère, l'étrange qui me fascine que l'horreur, mais ils sont tellement liés que ça s'est très vite mis ensemble, quoi. À quel moment tu penses à peu près que ta chaîne a vraiment décollé? À quel moment tu t'es dit « Ah, attends, là, il y a quelque chose qui prend ». Je crois que c'était en 2019. C'était quand je peux vraiment citer la vidéo. C'est que j'avais commencé donc mon format Findings, que j'avais un peu, entre guillemets, réformé en 2018. Et lentement, en 2019, il y a un de mes Findings qui parlait juste d'une disparition d'un jeune homme anglais, voilà, une toute petite vidéo, qui d'un coup a pris des tonnes de vues sur Internet, sans raison. En fait, elle finissait dans les recommandations des gens.
parce que parfois l'algorithme est gentil. Et alors que je stagnais à 4000, 5000 abonnés depuis quelques années, là d'un coup je me lève, il y en a 1000 de plus, puis ensuite 1000 de plus encore. Et à partir de 2019, la montée est devenue de plus en plus folle. Si je me trompe pas, tu as passé le million d'abonnés en octobre 2022, c'est ça? Je crois que c'est ça, oui. Et aujourd'hui, ta chaîne continue de progresser? Aujourd'hui, la chaîne continue de progresser à un rythme pas forcément exponentiel, mais plutôt linéaire. Parce que je fais mes choses, aussi parce que je poste moins de vidéos, parce que je les travaille plus et que j'ai moins la capacité, pour des raisons personnelles, d'être aussi investi constamment partout. J'ai moins d'énergie, quoi. Mais je suis toujours aussi fasciné et c'est comme ça que ça continue de monter. Je pense que j'attrape les gens au fur et à mesure que je poste. Parmi les contenus qu'on peut trouver sur ta chaîne, tu as aussi beaucoup d'histoires d'horreur qui peuvent tourner autour du paranormal, souvent débunkées d'ailleurs. Est-ce que toi-même, c'est quoi ton rapport à ça, au paranormal? Est-ce que tu y crois? Est-ce que pour toi, au contraire, ça s'explique toujours? C'est quoi ton rapport un peu avec ça? Parce que je sais que c'est quelque chose qui est souvent mentionné dans les commentaires où les gens disent ah, mais en fait, si c'est pas vrai, c'est pas intéressant, ou le rapport au réel. Donc comment toi, tu te positionnes là-dessus? Alors, le paranormal, c'est un sujet qui m'a toujours fasciné et j'ai compris lentement, enfin au fur et à mesure du temps, les raisons pour lesquelles ça m'a fasciné ont changé et évolué. Quand j'étais petit, c'était probablement cette idée géniale que les gens morts, on pouvait les contacter. Voilà, je pense, c'est d'un côté entre guillemets spirituel, je pense, mais pas forcément trop parce que je suis pas religieux ni spirituel en réalité. Mais c'était un peu ça. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était toute la technicité derrière, c'était finalement les émissions en fait, de chasseurs de fantômes qui m'ont fasciné, tous les dispositifs, les objets, etc. C'était tout un univers. Et finalement, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que ce qui m'a toujours fasciné, c'est l'esthétique. En général, ça finit toujours par finir sur ça. C'est l'esthétique de ces gens qui vont dans des maisons avec des caméras infrarouges, le vert de l'image ou alors le noir et blanc de l'image, les photos floues sur lesquelles on zoome pour essayer de deviner des formes. C'est un truc qui m'a toujours fasciné, ça m'a toujours fasciné l'esthétique des vidéos de 2006, de 2007 de YouTube, de gens qui filment des trucs qui sont évidemment quelque chose d'autre, mais dans lequel on peut percevoir quelque chose. Cette pareidolie, ça m'a toujours fasciné. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est ça qui me fascine dans le paranormal. Et en général, je finis toujours par essayer de donner une explication parce que j'ai une volonté de plus en plus de sourcer, rendre les choses plus terre à terre quand il s'agit de vrais sujets. Mais c'est pour ça aussi que je dérive dans l'imaginaire de plus en plus sur ma chaîne et que je m'éloigne du sordide, parce que pendant une période, je parlais d'histoires sordides. Ça a guidé un peu une partie de ma chaîne. Et quand je me suis éloigné de ça, je me suis rendu compte que ce qui me fascinait, plus que ce qui me tordait l'estomac, c'était ce qui était le mieux pour moi. Et du coup, l'imaginaire en ce moment me fascine. Et je sais que ça intéresse pas forcément certaines personnes, mais lentement, j'espère intéresser des gens à des artistes chelous qui proposent des propositions artistiques et narratives originales. J'espère pouvoir lentement ramener ça. Parce que de base, c'était de ça dont je parlais dans le tout début de l'émission. Tu mènes justement souvent dans des histoires où tu vas faire des recherches pendant des mois et des mois sur des histoires parfois un peu terribles. Est-ce que ça peut peser ça sur le moral des fois? Est-ce que c'est un peu difficile? Plus maintenant. Il y a eu une période un peu de surenchère de la violence dans mes vidéos, qui a toujours été, je trouve, assez modérée, sauf dans de rares débordements où je trouve que j'ai mal traité un sujet, ou alors ça pouvait avoir l'air un peu sensationnaliste. Mais ça n'a jamais trop atteint ma santé mentale. Ce qui a atteint ma santé mentale, et je le répéterai jamais assez, c'est pas ce que j'ai vu pour mes vidéos, c'est ce que j'ai vu malgré moi. C'est des trucs qu'on m'a envoyés. C'est des trucs sur lesquels je suis tombé quand j'étais trop jeune. C'est plutôt ce genre de choses qui m'ont marqué. Il n'y a que quelques histoires, mais en général, c'est juste des descriptions plus que de l'imagerie, etc., qui m'ont vraiment tordu l'estomac et que j'ai refusé de raconter. Il y en a quelques-unes. Mais oui, j'ai pas dû voir, en vrai, pour ma chaîne, des trucs spécialement horribles.
j'ai dû voir des choses horribles à cause de ma chaîne, on va dire plutôt. Je voudrais rebondir sur 2 éléments là, que tu viens de mentionner. Le premier, c'est déjà tu dis il y a certains sujets que j'ai maltraités. Qu'est-ce que tu entends par maltraiter? En 2 mots, mal traité, mais il y a des sujets que je trouve, soit j'ai dit des informations qui sont avérées fausses ou alors mal transmises, mais aussi je trouve que parfois dans certaines vidéos, notamment période 2021-2022, il y a eu des manières d'aborder certains sujets et surtout des choix de sujets qui n'étaient pas forcément toujours pertinents et qui m'a amené à beaucoup me remettre en question. C'est notamment quand je traitais de sujets qui parlaient qui étaient liés à des imageries gore, des trucs comme ça, des meurtres, etc. C'était fait parfois avec pas assez d'empathie, du moins qui transparaissait pas assez à l'écran. Et alors que ça a toujours été une volonté, mais parfois ça m'est échappé. Et ça, en vrai, c'est une erreur et que j'essaye de pas reproduire. Si je devais refaire des vidéos sur des criminels, des affaires criminelles, je les ferais vraiment très différemment. Ouais, voilà. Bon, c'était des petites erreurs de ton, je trouve, qui ont été faites dans certaines vidéos. Et l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir que tu as évoqué, tu dis je reçois des choses. C'est-à-dire que quoi, des gens t'envoient des histoires terribles ou Alors, il y a des gens mal intentionnés qui m'envoient des images affreuses. C'est parce que voilà, il y a des gens qui m'aiment pas, ça arrive. Mais aussi, oui, en général c'est ça. C'est plutôt des gens qui m'envoient, ou alors des gens qui m'envoient en pensant que je vais en parler. Des trucs, mais sordides quoi. Alors que j'ai jamais vraiment trop regardé ça et j'ai jamais aimé regarder ça. J'ai toujours détesté ça, mais j'ai jamais trop regardé ça non plus. Enfin, ça n'a jamais été trop le focus en vrai pour moi. Et j'ai toujours essayé de prévenir les gens que parfois quand tu rentres dans des surenchères d'imagerie violente, au fur et à mesure tu en veux toujours plus alors que tu détestes ça et ça crée une spirale un peu. Moi j'ai toujours essayé de dire, je suis tombé dedans en seconde pendant une période d'1 semaine où j'ai vu des choses mais affreuses quoi. Mais ça c'est un truc que j'ai essayé notamment. Et ça, c'est un peu un message que tu essayes de donner à des gens qui voudraient t'envoyer justement des histoires sordides. C'est bon, j'ai ce qu'il faut, C'est pas forcément ça. C'est pas, enfin, faites-le d'une manière où on comprend que moi aussi je suis humain et que j'ai mes sensibilités, même si ça paraît pas trop parce que j'ai parlé de beaucoup de sujets pédères. Et que aussi je vais arrêter notamment souvent de parler d'affaires qui sont liées à des trucs qui sont trouvables sur internet et qui sont traumatisants parce que j'ai peur de l'effet stressant aussi. J'ai peur que les gens s'y intéressent à cause de moi et c'est déjà arrivé, je sais. Et c'est pas bien. Tu as également sorti 2 albums sous label à tout juste 22 ans. I can't sleep when I'm alone 'cause I hear a shriek. La musique, c'est quelque chose qui était là, qui est arrivé en même temps que mon activité sur Internet, c'est-à-dire en 2014. J'ai commencé à composer des trucs dans mon coin, en complet autodidacte. J'avais juste fait une année de batterie en 6e où j'étais affreusement mauvais. mais ouais, c'est venu tout seul et naturellement ça s'est construit avec le temps. J'ai commencé à composer et expérimenter avec le son en général. Et est-ce que comment réagit ton public par rapport à cette activité? Je dirais qu'il y a une grosse partie qui est désintéressée de ça, c'est normal. C'est pas ce pourquoi ils sont venus à la base. Je m'attends à chaque fois que je sors de la musique à ce que je me reçoive un torrent d'insultes parce que c'est normal. Hein, il y a des gens sur internet, enfin des youtubeurs qui ont fait de la musique et où je peux comprendre que certaines personnes ont trouvé que c'était pas zinzin quoi. Mais ouais, la réaction des gens, de ce que j'ai compris, notamment de mes derniers projets musicaux, est très positive. Mais c'est surtout des gens qui ne regardent pas forcément trop ce que je fais sur YouTube, qui semblent avoir... Enfin, c'est une sensibilité particulière. Je sais que ma musique n'est pas forcément la musique qui va plaire à tout le monde, mais moi, c'est la musique qui me plaît à moi, particulièrement. Est-ce que tu as peur ou est-ce que tu te dis
Aujourd'hui, c'est très difficile de ne pas être dans une seule case. Est-ce que tu as peur qu'on dise, lui, c'est un youtubeur, donc il ne peut pas faire de musique, et si tu fais de la musique, tu ne peux pas être youtubeur, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, cette difficulté parfois à être sur plusieurs... Au début, oui, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire que j'allais m'en foutre en fait, de la case dans laquelle on me met. Moi, je vais juste continuer à faire mes choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que... il y a des gens qui trouvent que je devrais arrêter YouTube et me focaliser sur la musique, principalement en numéro 1, alors que ça a toujours été le cas en réalité. Mais que focalise-toi uniquement sur la musique parce que c'est là où j'ai vraiment un truc. Il y a des gens qui disent l'inverse. Non, je vais faire les deux parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Est-ce que pour toi, la musique, c'est aussi un moyen d'évoquer certains thèmes que tu ne peux pas évoquer dans une vidéo YouTube? Oui, c'est ça. Concrètement, le projet principal, c'est parler de... C'est souvent extrêmement personnel, ma musique, c'est même que personnel. En tout cas, la musique que je fais sous le pseudonyme Feldup. Depuis toujours, ça a été très personnel. Ça a été pour parler de difficultés personnelles, de difficultés que j'ai au quotidien. Ça a jamais été très positif. Mais c'est notamment, surtout pour le dernier album, qui n'était même pas censé sortir, c'est complètement, quasiment de la thérapie audio, quoi. Et justement, pour des gens qui n'auraient pas écouté l'album, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quel thème tu évoques? J'essaye de pas trop me pencher là-dessus, parce que c'est extrêmement personnel et surtout que la musique elle-même est très explicite. Mais ça parle d'agression sexuelle que j'ai vécue. Alors ça paraît peut-être un peu plus léger, mais tu chantes en anglais. Est-ce que c'est un choix? C'est un choix. C'est un choix évident. Je chante en anglais parce que j'ai essayé de chanter en français et d'écrire en français des chansons. Et ça sonne affreux, j'aime pas du tout. J'écoute moi-même principalement que de la musique qui est chantée en anglais parce que je trouve que le français est tellement mieux rappé que chanté. Je sais pas, je le trouve pas assez musical à mon goût, du moins c'est pas mes sensibilités quand il est chanté. Et en anglais, parce que je suis pas la personne qui écrit le mieux en anglais au monde, même si je sais m'exprimer en anglais, je sais que j'ai des lacunes et par ces lacunes, je peux trouver des manières originales d'exprimer des idées avec beaucoup de sous-entendus ou alors justement beaucoup de frontalité qui finalement me fait me sentir assez différemment quand j'écris et c'est ma sensibilité personnelle, quoi. Je trouve ça plus facile d'écrire en anglais. Est-ce que c'est aussi peut-être un moyen aussi de mettre un peu de distance entre ce que tu chantes, de l'écrire dans une autre langue? Du coup, pas vraiment. Mais c'est vrai qu'avec le temps, notamment pour parler des choses extrêmement personnelles, ça permet aussi de créer une distance avec le public qui va recevoir la musique, où je sais que même si je les délivre de manière très explicite, mes expériences, elles vont pas forcément faire écho chez tout le monde. Et qu'elles vont pas forcément être comprises par tout le monde. Et c'est aussi un peu rassurant. Tu parlais de thérapie en parlant de ton dernier album. Est-ce que pour toi, ça peut être aussi un moyen d'évoquer le sujet chez des gens, que des gens, en entendant ton expérience dans cet album, peuvent aussi eux-mêmes se dire c'est important d'en parler? Est-ce que tu penses que ça peut avoir cet effet-là aussi? De base, c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de le faire, cet album, et de le diffuser. C'est que moi, je passe énormément par la musique pour essayer de comprendre les événements qui m'arrivent dans ma vie. Et quand je suis sorti d'expériences affreuses en 2020, j'ai pas trouvé de musique ou de choses en particulier. Ça a toujours été soit pas tout à fait le sujet, soit pas exactement ce que je voulais entendre, soit trop cryptique. Et en fait, c'était une expérience qui arrive à des gens très jeunes qui n'ont pas encore eu forcément le temps de s'exprimer parfaitement musicalement sur le sujet. Et du coup, je me suis dit, si personne ne l'a fait, je vais le faire. Ou alors, si personne ne l'a fait comme je l'entends et comme je voulais l'avoir, je vais le faire. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de le partager si éventuellement des gens ont eu ça. C'est une décision qui m'a valu beaucoup de stress et de peur. Mais finalement, j'ai reçu des messages qui me font dire que
ça a peut-être aidé des gens. Je voudrais revenir un petit peu sur ta chaîne YouTube. Tu fais pas de partenariat, si je ne me trompe pas, ni de publicité ou de placement de produits ou de choses comme ça. Tu publies à un rythme assez régulier. Ta dernière vidéo fait plus de 3 heures. En gros, on a un peu l'impression que tu fais tout ce que YouTube dit de ne pas faire pour connaître le succès, au point que le journaliste Vincent Manilev t'a surnommé dans un de ses lives l'anti-YouTuber. Comment tu expliques ça? Tu fais un peu tout ce qu'on YouTube a tendance à dire de ne pas faire et ça marche. Justement, moi j'ai l'impression de l'inverse. J'ai l'impression que j'essaye de ramener moi ce que je voyais dans le fait d'être YouTuber. Aujourd'hui, je trouve que très vite, être un bon YouTuber entre guillemets, ça implique de se créer une équipe de monteurs, se créer une équipe, une prod, une boîte, des locaux dans lesquels on va créer quelque chose d'extrêmement normé, efficace, et c'est très bien. Il y a des gens qui le font extrêmement bien. Joyka, c'est super ce qu'il fait, tu vois, j'adore ce qu'il fait. Mais moi, quand j'ai commencé YouTube, j'ai vu des gens qui faisaient des trucs avec des bouts de ficelle, et pour moi, c'est ce qui a amené YouTube à Internet et juste à la vidéo en général. C'est leur ancien slogan, c'est broadcast yourself. C'est diffuse-toi toi-même. Donc, quand j'ai commencé à apprendre en importance sur Internet, j'ai décidé que moi, je voulais que quand les gens regardent mes vidéos, ils se disent « je peux les faire ». C'est un truc qui est faisable. Du coup, ça implique de jamais compromettre sa vision. Je vais toujours faire les choses comme j'ai toujours voulu les faire. Ne pas se perdre dans des équipements inaccessibles pour personne. Mon appareil photo, c'est le même là depuis 2020. Il n'a pas changé. Et j'ai toujours pas appris à faire de la lumière correctement, ça se voit dans mes vidéos, et de l'étalonnage surtout, quelle horreur mes vidéos, mais en même temps, c'est moi. Et je l'ai fait maison, et je monte encore mes vidéos entièrement. La seule chose que je délègue, c'est qu'il y a Becca qui co-écrit certaines vidéos, notamment pour les sujets plutôt liés à la criminaux et à des questions sociales, juridiques. Ce genre de choses. C'est parce que moi, je suis un peu perdu quand il s'agit de ces sujets-là. Du coup, non, j'ai l'impression que j'incarne plutôt, en vrai, quand je regarde, je suis plutôt conservateur quand je réfléchis. Ça m'emmerde de dire ça, mais c'est que je vois en arrière et je me dis, moi, ce que j'aime bien, c'est le fait de faire soi-même, tout seul. Et on s'en fout si c'est un peu dégueu, si c'est un peu crasseux, c'est pas grave, parce que l'essentiel, c'est la vision et le fait de transmettre quelque chose d'individuel. Alors, ça donne pas beaucoup de taf aux monteurs qui sont très dévalués par la période actuelle où une vidéo d'1 heure, 45 minutes, ou ce genre de choses, elle est attendue de sortir en moins d'une semaine. Ça leur donne pas forcément de taf, mais le problème, c'est que je trouve que des vidéos le rythme effréné que les vidéos très produites amènent là actuellement a complètement dévalué la valeur que c'est de faire une vidéo aussi longue. Tous les youtubeurs ont des vidéos prévues à l'avance qui sortent quand elles sortent, etc. Et moi, je trouve qu'on quitte cette vision qu'un montage et une production comme ça demande du temps et de l'attention. Et du coup, c'est pour ça que mes vidéos mettent autant de temps à sortir. En soi, je pourrais déléguer et sortir mes vidéos beaucoup plus rapidement, je pense. Mais aussi, il faut que les gens y comprennent qu'une vidéo de 3h10, elle met 3 mois à faire et en réalité plus d'1 an d'enquête. Tu ne penses pas que ce que tu appelles le broadcast yourself, finalement, ça s'est un petit peu décalé sur TikTok, par exemple, ou sur des plateformes comme ça, et que ça s'est beaucoup plus professionnalisé sur YouTube, où tu parles de monteurs, il y a des mini-makers, voilà. Aujourd'hui, il y a tout plein de nouveaux métiers sur YouTube. Est-ce que finalement, toi, tu incarnes pas quelque part un ancien YouTube dans ce cas-là? C'est ça que tu essaies de... Peut-être que j'incarne un ancien YouTube, ou en tout cas, j'ai aussi l'impression d'avoir une vision YouTube très américanisée, parce que je regarde pas beaucoup de YouTube français, je regarde surtout du YouTube anglophone. Mon format est pas du tout original. Au moment où il arrive, il y a des YouTubeurs, Nexpo, Scare Theater, Rainbot, Nightmine, dont je parle beaucoup dans mon Finding 100. Il y a une quantité astronomique de gens, Nick Crowley, des gens qui le faisaient déjà. En fait, c'est une vision très américanisée parce que les gens qui font des trucs avec des bouts de ficelle et qui font des scores de vues monstrueux, etc., c'est
toujours très présent sur YouTube américain, anglophone en général. Je dis américain, mais c'est anglophone en réalité. Mais c'est plutôt j'ai l'impression que le YouTube français amène au contenu très produit et très normé. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur les partenariats, les placements de produits et tout. On a l'impression qu'aujourd'hui dans YouTube, ça fait partie du jeu pour tous les créateurs, ou quasiment tous se reposent notamment là-dessus. C'est pas ton cas? Est-ce que c'est un choix ou comment tu l'expliques? Je vais le regretter probablement moi dans 5 ans ou 10 ans, ou je sais pas, mais je vais peut-être regretter de ne pas avoir touché le Megapactole très tôt. C'est uniquement par pur principe. En soi, je vis extrêmement bien de YouTube. Vraiment très bien. Malgré les démonétisations, malgré le rythme de vidéo qui n'est pas si... Voilà, mes vidéos très longues monétisées me rapportent une quantité d'argent plus que nécessaire. C'est vraiment, je vis très bien. Et du coup, je sais que les autres youtubeurs vivent très bien s'ils se basent que sur les YouTube. Je pense qu'ils s'en sortent très bien. Je pense juste que c'est des gens qui, comme n'importe qui sur une plateforme comme ça, ont peur de l'avenir et veulent s'assurer, ou aussi juste peut-être s'enrichir, ça arrive. C'est aussi la volonté de certaines personnes. Moi, c'est pas ma volonté. Je m'en fous de gagner des quantités astronomiques d'argent. Je vis très bien là. Et du coup, c'était un peu le prolongement de cette question. Est-ce que la rémunération que procure YouTube aujourd'hui suffit pour vivre Ah pardon, t'avais une suite à la question, excuse-moi. Oui. Sans les partenariats, sur tout ça. Ouais. Bah, c'est pas... Moi, dans ma situation, oui. Ça a commencé à être le cas, je dirais, à partir de 100-200 000 abonnés. Ça allait, franchement. Mais je sais que c'est aussi une autre époque de YouTube. Je sais pas, maintenant, je sais que c'est la galère hein, pour les petits youtubeurs. Hein. C'est la galère de fou. Et pour eux, les partenariats, je comprends. Je comprends très bien. Mais un youtubeur d'1 million d'abonnés qui sort une vidéo par semaine de plus d'1 million de vues, qui dit que sans les partenariats, c'est pas possible. Après, je sais pas, j'ai pas de structure. Je sais qu'il y en a qui exagèrent un peu. Mais c'est pas grave, c'est normal. Il y a aussi un phénomène dont je voulais parler avec toi autour de tes publications, c'est qu'il y a une vraie mobilisation de la part de nombreux créateurs. En gros, dès que tu sors une vidéo sur Twitter pendant 24 heures, on va voir des gens comme Billy par exemple, ou d'autres qui vont parler de tes vidéos, parfois même streamer ta vidéo en faisant des commentaires sur Twitch. Enfin, on sent qu'il y a une vraie mobilisation autour de tes vidéos, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les youtubeurs. Comment toi tu expliques ça? Je vais reformuler ma question. Comment tu vis en tout cas? Bon, c'est cool. Je sais pas. Moi, je fais juste mes machins dans mon coin. Je sais pas pourquoi les gens gravitent autant autour de ça. Je fais mes trucs qui sont même pas spécialement très originaux, d'une manière plutôt normale. Je sais pas ce que les gens voient dans ce que je fais. Peut-être qu'ils y voient quelque chose qu'ils ne voient pas chez d'autres créateurs de contenu, peut-être une authenticité ou un ton peut-être. On me dit souvent que je suis authentique, mais oui. Je pense que c'est normal, c'est important, je pense, d'être authentique sur Internet. C'est ce qui fait une différence. Et toi d'ailleurs, comment tu vis tout ça aujourd'hui? Le succès, tes vidéos qui marchent bien, ta musique, j'ai envie de dire, comment tu vas? Je suis très stressé et aussi très fatigué parce que je m'attendais pas à ça. Ça a jamais été aussi... c'est très intense la vie en fait. Et moi j'aspire à une vie finalement assez calme. C'est une expérience l'expérience en fait par exemple de sortir dehors et d'être un peu tout le temps finalement observé, mais pas tant que ça parce que je vais pas non plus faire la méga star, mais voilà. Mais le fait de savoir qu'on peut être observé n'importe quel moment quand on sort dehors, pour mon naturel plutôt anxieux, c'est particulier quoi. Mais ça a amené tellement de belles choses, ça a amené aussi beaucoup de stress.
c'est une question très floue, c'est très difficile d'avoir du recul sur un truc aussi intense et aussi effréné. Alors que je sais que je suis loin d'être le youtubeur à la vie la plus effrénée. Mais c'est intéressant, tu parles de fatigue. On a vu ces derniers mois beaucoup de créateurs de contenu soit faire des pauses, soit voire même arrêter, notamment dans les Tom pays Scott. anglo-saxons. Tom Scott, surtout genre le YouTube américain, il y a eu une vague. Il y a eu une vague, Captain Sparkle, Tom Scott, MatPat. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, de voir justement tous ces créateurs de contenu qui disent on n'en peut plus, on fait des burn-out C'est une génération qui s'arrête et qui a compris que... je pense que c'est l'ambiance qu'impose YouTube, la course à la performance permanente. C'est pas viable. C'est pas viable, on n'est pas fait pour ça, quoi. Mais après, voilà, c'est... je sais pas si c'est... comment dire, en fait, c'est une expérience qui est demandante tout le temps, socialement, physiquement. J'ai pas envie de me plaindre de mon travail non plus, parce que je trouve que ça fait un peu le nouveau riche qui se plaint. Mais c'est vrai que c'est psychologiquement très... en fait, c'est étonnant à quel point c'est drainant, psychologiquement. Mais c'est... je sais pas comment répondre à cette question. J'ai pas envie de me plaindre trop non plus. Je vais te la reformuler autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de youtubeurs qui font des pauses, est-ce que oui, aujourd'hui pour YouTube, pour pouvoir continuer de progresser, on nous en demande peut-être parfois trop? Je pense que il y a rien qui nous le... Enfin, il y a l'ambiance. En vrai, il y a l'ambiance un peu de YouTube, les analytics, le fait que dès que à un moment tes performances elles baissent, il y a tous les compteurs sur YouTube qui s'affichent en rouge, etc., en rouge complet, et genre tu as sous-performé, c'est tout le temps comme ça. Mais je pense que c'est pas YouTube qui encourage à la surperformance permanente, la croissance éternelle. C'est le monde en fait. On est déjà sur ce sujet, mais on va peut-être continuer un petit peu. Tu évoques de temps en temps dans tes vidéos la santé mentale. Régulièrement, tu dis n'hésitez pas à recourir à une aide médicale si vous en ressentez le besoin. On sent que c'est un sujet qui te tient à cœur et c'est pas forcément un discours qu'on entend souvent, surtout sur une grosse chaîne YouTube. Comment tu l'expliques ? Moi, j'ai un passé touffu avec la psychiatrie et la psychologie et tout ce genre de choses. J'ai pas vécu plus que d'autres personnes qui ont eu des difficultés, mais j'ai une nature compliquée à traiter et des difficultés claires au quotidien tout le temps. Et voilà. Et pour moi, la psychiatrie, c'est ce qu'on a de mieux actuellement. Les institutions en France sont vraiment pas parfaites. Faut virer la psychanalyse de la psychologie, là, bordel, c'est pas possible. C'est quoi cette merde ? Mais actuellement, c'est ce qu'on a de mieux, et moi, ça m'a aidé à être encore là. Je vois pas pourquoi j'essaierais pas de au moins proposer de l'aide sur ce point-là. Je suis pas professionnel en fait, et du coup, tout ce que je peux faire, c'est essayer de guider les gens à trouver de l'aide s'ils sont en difficulté. Notamment de plus en plus, j'ai envie sur les questions de psychose, essayer de casser des tabous, des manières de voir qui sont, de manières de voir la chose qui sont pas, qui sont un peu arriérées. Essayer de casser un peu des tabous, puisque je me suis renseigné entre-temps auprès de gens compétents. Mais en général, je trouve que c'est jamais une mauvaise idée d'orienter des gens vers de la médecine compétente. Et surtout normaliser l'idée que parfois, quand un médecin n'est pas bon, on peut changer. Est-ce que tu penses que toi, quand tu as traversé des difficultés, tu aurais peut-être aimé que sur Internet, sur YouTube, que tu consommais peut-être à l'époque, tu aies des gens qui tiennent ce discours ? J'ai toujours eu des gens qui tenaient ce discours dans les trucs que je regardais. Et en vrai, ça m'encourageait à prendre des étapes. Après, c'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle. Pour moi, il faut absolument pas commencer à donner des remèdes aux gens, parce qu'on n'est pas... et commencer à orienter vers... je pense qu'il faut toujours des professionnels qui connaissent vraiment bien la question, plutôt que des gens qui se l'improvisent.
Et moi j'essaye de ne pas trop faire ça, tu peux toujours faire des erreurs. Mais par contre oui, c'est pousser à se soigner et prendre soin de soi-même, c'est jamais une mauvaise idée. Tant que c'est fait de manière sourcée, c'est un peu scientifique quand même. Tu as lancé ta chaîne quand tu étais très très jeune, 12 ans. Est-ce qu'avec du recul, tu te dis que c'était une bonne chose de lancer une chaîne YouTube à 12 ans? En vrai, non. C'est hypocrite parce que moi, ça m'a apporté mon travail et une énorme stabilité financière. En vrai, soyons raisonnables. Je fais partie d'un 0,0001%. C'est pas raisonnable de s'auto-pousser à la performance aussitôt. Je vais commencer à 9 ans les vidéos sur Internet. C'est tôt. Tu peux détailler un peu plus ce qui, pour toi, à ton avis, peut poser problème de se lancer aussitôt? Tu te mets automatiquement une pression d'être performant. Et aussi, tu t'attires énormément de gens qui peuvent te vouloir du mal. Internet est pas tendre avec les gosses, de tellement de manières différentes. Mais Internet en général n'est pas tendre, mais en général, c'est les conséquences de trop d'attention à un moment, les conséquences de l'attention négative, c'est désastreux sur la santé mentale. Je vous déconseille de faire des vidéos sur YouTube, surtout de montrer votre gueule. Anonymisez-vous le maximum et si vous avez envie de partager quelque chose qui vous passionne, faites-le. Mais faites attention à vous, anonymisez-vous au maximum. Sinon, ça peut être dévastateur. Est-ce que tu penses que quand on a justement 12, 13, 14 ans, Internet peut être aussi un endroit dangereux? Ouais. C'est aussi un endroit où on peut se retrouver. Moi, j'avais pas d'amis quand j'étais petit. Et les seuls amis que je trouvais, c'est sur Internet. Et les seules sources de réconfort, en vrai, c'était Internet. Mais oui, c'est terriblement dangereux. Terriblement dangereux, mais pas que pour les enfants, mais pour les adultes aussi, mais surtout pour les enfants. C'est accès à tout le temps, et surtout commencer déjà si tôt à se brancher la tête à des algorithmes qui essayent de déterminer qui t'es et qui essayent de te donner des choses comme ça. C'est une expérience très dépersonnalisante. Est-ce que toi-même, justement, tu as vu des comportements, des choses sur Internet où tu t'es dit, oula. Oui, tout le temps. C'est tout le temps. Il y a, notamment avec les sujets que je traite, je vois tout le temps ça, à quel point Internet peut être méchant aussi. Internet peut être très sympa. Vraiment, Internet fait des trucs de fou furieux. Je suis d'accord, il y a des trucs trop cool sur Internet, mais Internet est méchant. Et surtout là, je vois ça, c'est avec les changements de fonctionnement de l'algorithme de Twitter, comment ça encourage à la colère permanente. On aurait coupé ça. J'ai un peu peur pour ce qui va arriver, mais de toute façon, il ne faut pas non plus être alarmiste, mais c'est pas bon pour la santé mentale, Internet, parfois. Est-ce que tu penses que les influenceurs, les créateurs de contenu ont aussi un rôle à jouer là-dedans pour un rôle de prévention aussi de ce que tu nous expliques là, par exemple? Est-ce que tu penses que c'est important Oui. Parce que tu as une audience qui est relativement jeune. Pas que, mais... Oui, là clairement, oui, les gens, on produit le contenu et il est important de produire un contenu qui soit bon et qui soit pas un truc qui globalement manque d'humanité. Il faut être humain. En fait, plus on avance, plus je trouve qu'il faut tendre à un contenu qui est plus humain. Tout ce qui est déshumanisant, tout ce qui est déshumanisant, j'ai tendance à être en mode faut s'éloigner le plus possible de ça, tout ce qui pousse à la haine aussi. Mais il faut aussi que les réseaux sociaux, etc., commencent à arrêter de donner des stimuli positifs à ceux qui font n'importe quoi et qui encouragent à la colère et qui encouragent à tout ce qui est négatif. Il
faut que les réseaux sociaux, même si c'est bénéfique pour leur porte-monnaie de faire ça, il faut que les réseaux sociaux arrêtent de faire ça. Parce que ça forge des gens stressés, violents, désensibilisés, je pense, à terme. Quand on a 22 ans, plusieurs albums à son actif, une chaîne YouTube qui a quasiment 1,5 million, de quoi on rêve ensuite? De continuer à faire ce qu'on fait. Bah, en tout cas pour moi, c'est ma nature. J'aime bien continuer à... En fait, j'aspire à être entièrement libre sur ce que je fais sur Internet. Ce qui vient, s'en va constamment. Mais j'inspire à juste faire mes machins comme j'ai envie de les faire. Et après, je m'en fous. Et justement, tu parles de YouTube, d'Internet. Est-ce que tu as d'autres envies sur d'autres médias? On a vu par exemple Hugo Décrypte sur France 2, Squeezie qui ferme pas la porte, tu as peut-être à faire de la télé un jour. Est-ce que ça par exemple, c'est un truc d'avoir une émission de télé ou tu es très bien sur Internet Franchement, je ne vois pas l'intérêt. La télé a tout à fait le mérite d'exister, le cinéma aussi énormément. J'aspire pas du tout à ça. Je trouve qu'Internet, pour moi, dans ce que j'ai là actuellement, ça se suffit à lui-même de fou. Non, j'ai pas vraiment... je suis passé chez Click à un moment. C'était sympa comme expérience. Mais outre que m'inviter parfois pour rigoler un coup et me dire que je l'ai fait, ça m'intéresse pas. Peut-être... Jamais je ferai une émission à la télé. Jamais j'animerai une émission de radio. M'être invité, pourquoi pas. J'ai une dernière question. Si tu avais l'occasion de parler au jeune Félix qui va lancer sa chaîne, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Vraiment montre pas ta tête. Vraiment montre pas ta tête. T'es un abruti et tu le seras toujours. Et oh mon Dieu, renseigne-toi sur ce que tu racontes. Les choses viendront. Rush pas les choses. Ouais, voir un psy. Voir un psy, frérot. Voilà. I can't sleep.